8h10, je suis très heureux de vous retrouver sur RCF et Radio Notre-Dame. Dans 20 minutes, le journal de Radio Vatican avec l'horreur de retour pour les Palestiniens. Vous l'entendrez, mais d'abord, l'invité de la matinale. Donald Trump s'entretient aujourd'hui avec Vladimir Poutine. Objectif du président américain, convaincre son homologue russe de signer une trêve de 30 jours avec l'Ukraine. Les Européens ne l'entendent pas de cette oreille. Les ministres européens des Affaires étrangères étaient réunis hier à Bruxelles. Nous devons prendre davantage la sécurité en main, c'est ce qu'a déclaré la chef de la diplomatie allemande. Mais qu'est-ce que cela peut bien signifier, prendre davantage la sécurité en main ? Les Européens vont-ils prendre les armes massivement ? On en parle ce matin avec Guillaume Ancel. Bonjour. Bonjour. Ancien officier chroniqueur de guerre, vous venez de publier Petite leçon sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. C'est aux éditions Autrement. On parlait de cet appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine cet après-midi. Peut-on attendre un accord de paix très bientôt ? Oui, probablement, parce que en réalité, c'est une pièce de théâtre qui a été coécrite par Trump et Poutine et dont on pense qu'elle a déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On se souvient que le 12 février, quand Donald Trump annonce qu'il va lancer des négociations immédiates sur l'Ukraine, il faut comprendre que ces négociations sont terminées. Elles ont eu lieu quand ? Elles ont eu lieu à partir de son élection et on pense que en novembre, ou en tout cas début décembre, Donald Trump avait déjà trouvé un accord cadre. Alors évidemment, c'est pas un contrat écrit, mais c'est une forme de deal auquel il est très attaché avec Vladimir Poutine et qui consiste, et c'est ça qui nous a inquiétés, parce qu'il faut bien se rappeler que quand Donald Trump est élu, tout le monde sait que la situation militaire en Ukraine est bloquée. Les Ukrainiens ne peuvent pas gagner la guerre en l'état, les Russes non plus. Et que par conséquent, il faudra trouver un accord. Notre difficulté n'est pas le fait qu'il y ait une négociation, c'est surtout le fait que c'est une trahison dans la mesure où Trump n'a absolument rien imposé aux Russes, il a tout imposé aux Ukrainiens. Et c'est ça qui met les Européens en grande difficulté. Mais si les négociations ont déjà eu lieu, elles ont eu lieu avec quels intermédiaires ? On imagine que Trump et Poutine ne se sont pas parlé directement. Comment ça s'est passé ? C'est probablement le contraire. Et c'est ça qui est complètement effarant avec cet homme, c'est qu'il ne respecte aucune règle, aucun process. Il a des équipes de conseillers, puis des services diplomatiques qui sont quand même très, très expérimentés. Non, lui, il estime qu'il doit dealer tel un mafieux directement avec le chef mafieux en face, et qu'une fois qu'ils sont mis d'accord sur les grandes lignes, personne n'a le droit de revenir dessus. D'ailleurs, c'est ce qui explique sa colère organisée contre Zelensky quand il est venu le voir à Washington, la manière dont il l'a humilié, parce que Zelensky contestait cet accord. C'est quand même inouï qu'on trouve un accord de cessez-le-feu dans la guerre en Ukraine, dans lequel ni l'Ukraine ni les Européens ne sont intégrés. Et justement là-dessus, lorsque les chefs de la diplomatie européenne se réunissent hier à Bruxelles et qui disent « rien sur l'Europe sans l'Europe, rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine », en fait ça, personne n'y croit. Alors, je dirais sur RCF que c'est un vœu pieux. C'est-à-dire que c'est leur manière à eux de dire qu'ils aimeraient bien revenir dans le jeu parce qu'effectivement, ils en ont été totalement exclus. Et d'ailleurs, si les Européens travaillent depuis début décembre sur une force militaire qui serait envoyée en Ukraine pour sécuriser cet accord, c'est surtout pour revenir dans le jeu. Parce qu'aujourd'hui, ils ne le sont pas. Et là, on a peur que Trump n'ait pas précisé ce point avec Vladimir Poutine, qui ne cesse de répéter qu'il ne veut pas de militaires européens sur l'Ukraine, comme si c'était lui qui dirigeait l'Ukraine. En fait, il s'est fait octroyer par Donald Trump 20% du territoire ukrainien, donc c'est quand même une Ukraine occupée, et les 80% d'Ukraine libre, Poutine estime aujourd'hui que c'est à lui d'expliquer comment on va la neutraliser, et puis au passage, on imagine, mais malheureusement j'ai peur que ce soit vrai, qu'il a aussi obtenu la tête du président Zelensky en imposant des élections présidentielles. On ne peut pas faire d'élections présidentielles dans un pays en guerre, tout le monde le sait. Vous parliez de la force militaire européenne. On se souvient des paroles il y a une dizaine de jours d'Emmanuel Macron qui disait « La patrie a besoin de vous, de votre engagement ». Est-ce qu'il faut s'apprêter à ce que les Européens, est-ce que les Français en particulier, prennent les armes ? Alors, il faut bien faire la différence entre deux choses, parce que je trouve que la manière de le présenter du président Macron est toujours un peu confondante. Belliqueuse ? Non, pas belliqueuse. On se souvient quand il y a eu le Covid, il nous avait dit « nous sommes en guerre ». C'est pas une guerre, pardon, moi j'ai traversé 4 guerres, c'est pas une guerre, ça s'appelle une épidémie, c'est pas la même chose. Là, c'est un peu le même sujet. Nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Par contre, nous sommes menacés par un empire qui s'appelle la Russie de Poutine. Et aujourd'hui, on découvre qu'on n'a pas d'amis parce qu'on croyait être protégé par les États-Unis, mais avec Donald Trump, on ne l'est plus. Donc, il faut qu'on prenne notre sécurité en main. C'est juste que la menace est plus importante que ce à quoi on pouvait s'attendre. C'est ça le point. En fait, on espérait que cette guerre qui a essoré l'armée russe,
allait calmer les ardeurs de Poutine. Et ce qui aurait été bien dans une négociation, ce qu'on espérait, c'est que Trump impose à Poutine de reculer, au moins sur certaines parties de l'Ukraine. Et donc ça aurait montré à Poutine qu'il fallait qu'il s'arrête, qu'il y avait des barrières contre lesquelles tout le monde le défendrait. Or là, ce que lui montre Trump, au contraire, c'est que tout ce qu'il conquiert avec sa char, il peut le conserver. Et il nous met dans une situation d'autant plus fragile qu'on se souvient que pour obliger les Ukrainiens à quitter la région de Koursk qu'ils avaient envahie, entre guillemets, quelques centaines de kilomètres carrés par rapport à plus du million que compte la Russie, donc les Russes ne devaient pas trembler. Mais les Américains ont obligé les Ukrainiens à sortir de la région de Koursk en coupant le renseignement. Un renseignement qui est crucial en zone de guerre. Et quand ils l'ont coupé à tous leurs alliés. Donc même les Britanniques, qui sont les plus proches des Américains, découvrent que leur principal allié, dont ils dépendent totalement en termes de renseignement, peut appuyer sur un bouton et dire « vous, désormais, vous êtes myope ». Je pense que le renseignement, c'est pas forcément clair pour tout le monde, pour tous nos auditeurs. De quoi s'agit-il? Quand on parle du renseignement américain, en quoi c'est crucial pour un théâtre de guerre? Bien sûr, vous avez parfaitement raison. On a beaucoup parlé des armes en Ukraine. Et d'ailleurs, on a noté au passage qu'il n'y a aucune arme qui a renversé le front. Que ce soit des missiles Atacms ou des Mirage 2000, des F-16 auto-russes, en réalité, il n'y a pas d'arme qui renverse le front. Par contre, il y a une arme qui est cruciale. C'est sans doute l'arme la plus importante, en plus du moral des gens. C'est le système de renseignement. Le système de renseignement, il faut imaginer que c'est un système extrêmement complexe qui relie une galaxie de satellites, des systèmes d'interception des communications au sol, en l'air et sur les mers, et surtout des stations d'analyse, des équipes d'analyse extrêmement puissantes qui sont capables de recouper toutes sortes de données, et non pas de vous dire ce qui se passe sur le front, il y a 1200 km de front en Ukraine, mais de vous prévenir à l'avance de ce que vont faire les Russes. Et c'est ça, la puissance du renseignement américain. C'est l'anticipation permanente. C'est que depuis 3 ans, vous aurez noté que les Ukrainiens n'ont jamais été surpris par les Russes, alors qu'ils sont en infériorité numérique totale. Je rappelle juste que l'Ukraine est 5 fois moins nombreuse que la Russie. Ils auraient dû être balayés par la deuxième armée du monde. Ils n'ont pas été grâce au renseignement américain. Notamment grâce au courage des Ukrainiens, mais aussi grâce au renseignement. Et dans ces cas-là, pourquoi le renseignement français, le renseignement européen ne prend pas la relève? Parce que le renseignement européen, il est à l'image de nos armées. Sur le papier, on devrait avoir des moyens quasi équivalents aux Américains. Sauf que c'est dispersé entre 30. Imaginez une seconde que l'armée américaine... Vous comparez l'Europe et les États-Unis. Oui, mais imaginez une seconde que l'armée américaine, qui aujourd'hui est la plus puissante du monde, tout le monde tremble ou au contraire s'inquiète si l'armée américaine dit « je n'interviens pas ». Si les États-Unis avaient 50 armées, puisqu'il y a 50 États, je ne compte pas le Canada, eh bien, personne ne serait inquiet de l'intervention américaine. Ou plutôt, on rigolerait de savoir si c'est l'armée texane ou l'armée de l'Ohio qui va intervenir sur un théâtre. Donc, si je vous suis, la faiblesse de l'armée européenne vient de sa dispersion. Mais bien sûr, c'est pas un problème de budget. C'est d'abord un problème politique. Parce que pour avoir une armée, il faut un chef des armées. Or, aujourd'hui, qui commande les armées européennes? 30 chefs d'État. Et donc, il faudrait que les 30 soient d'accord pour arriver à faire quoi que ce soit. Mais sur le papier, les budgets de défense, rien que de l'Union européenne, sont déjà 3 fois supérieurs à celui de la Russie. Ça veut dire que si l'Europe s'unissait politiquement avec un chef des armées, eh bien, en réalité, l'Europe aurait déjà la 2e armée du monde. Cependant, cela serait conditionné au fait que l'ensemble des armées européennes aillent sur le front ukrainien, puisque la plupart de l'armée russe est sur le front ukrainien. Donc, si on compare les deux, ça voudrait dire que les soldats français, italiens, allemands iraient sur le front ukrainien. Les Européens sont-ils prêts à envoyer leurs forces armées sur le front? Déjà, une trentaine de pays ont annoncé sur les 52 qui soutiennent l'Ukraine qu'ils étaient prêts à envoyer des forces pour stabiliser la situation. C'est pas pareil, stabiliser et faire la guerre. Si. Alors, attention, je parle bien de 2 choses différentes. Là, la force dont on parle actuellement, c'est dans le cadre de cette trêve que va imposer en réalité Trump avec la complicité de Poutine. Il va y avoir un sujet de garantie. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est la pure parole entre 2 mafieux qui ont dit « bon, on s'arrête là ». Mais en fait, on sait très bien que Poutine n'a jamais respecté sa parole, à mon avis Trump non plus, et que par conséquent, il faut une force pour juste garantir que cette ligne de front ne sera pas enfoncée régulièrement par les Ukrainiens, au même titre que, regardez, on avait un accord de cessez-le-feu avec Benyamin Netanyahou au Proche-Orient, et tous les jours, il la viole. Donc voilà, il faut une force pour garantir ça. La faiblesse de la bande de Gaza aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de force de stabilisation pour dire on s'assure que maintenant chaque partie reste de son côté. En Ukraine,
Il faut une force d'à peu près 50 000 hommes. C'est là-dessus qu'a planché en réalité l'OTAN depuis décembre, pour vous dire que le plan est connu en réalité. 50 000 hommes, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Alors, 50 000 hommes, c'est un peu la limite de ce que savent faire les Européens sans les Américains, puisque les Américains, dès le début, depuis décembre, ont dit qu'il n'y aura pas de American boots on the ground, c'est-à-dire pas de soldats américains sur le sol. Ils n'ont pas dit qu'ils ne soutiendraient pas, notamment avec le renseignement. Mais par contre, ils n'auront pas de soldats affichés sur le sol. 50 000, en réalité, ça fait 100 000 par an, parce que quand on est en opération extérieure, on fait une rotation tous les 6 mois. Donc les soldats européens, sortir 100 000 soldats dans une année, ça veut dire que ça monopolisera toute leur force d'intervention. Et ça veut dire qu'ils pourront difficilement faire autre chose que s'occuper de la stabilisation de l'Ukraine pendant des années. On a un exemple, on a un précédent très fort sur le sujet. C'est la guerre de Corée, où en fait la ligne de front a été gelée, et on a dit désormais, au-dessus c'est la Corée du Nord, en dessous c'est la Corée du Sud, et depuis 70 ans, il y a des forces qui se comptent en dizaines de milliers d'hommes, auxquelles avait même participé la Suisse au départ, qui garantissent à la Corée du Sud que la Corée du Nord ne reprendra pas une guerre, sauf à se prendre de front tous les pays qui participent. C'est le même sujet en Ukraine. Et face à cette idée d'être une force de stabilité sur place, comment réagissent les armées, et en particulier les armées françaises? Alors, les armées s'y préparent, en fait, depuis plusieurs mois, puisqu'ils ont été prévenus par l'équipe de Trump que c'était ça le plan. Ce qui est un peu questionnant, depuis le début, c'est qu'en fait, cette force d'intervention sur laquelle on planche, et on voit bien qu'il y a des oppositions, puis en même temps, on se dit de toute façon, on n'a pas tellement le choix. Mais si on l'avait envoyée avant que la guerre ne se déclenche, on se souvient que les Américains, 3 mois avant la guerre, en février 2022, nous ont prévenu que les Russes avaient l'intention d'envahir l'Ukraine. On le savait. Oui, on le savait, et les Américains ont été, très transparents sur ce renseignement-là, d'autant qu'ils avaient des sources dans l'entourage immédiat de Vladimir Poutine, donc ils savaient exactement ce que Poutine voulait faire. On a eu 3 mois pour intervenir. Et en fait, si on était intervenu à ce moment-là, si on avait envoyé une force de 50 000 hommes, probablement que la Russie n'aurait jamais osé envahir l'Ukraine. Mais pourquoi ne les a-t-on pas empêchés? Mais parce qu'on n'était pas prêt. Parce que c'est l'objet de mon livre, Petite leçon sur la guerre, c'est que, en fait, nous n'avons plus de culture militaire en Europe. Et donc, pour nous, c'était inconcevable de mobiliser des soldats qu'on avait, simplement pour les envoyer en Ukraine préventivement et dire, mais il fallait prendre une décision rapidement, en quelques semaines, et les envoyer immédiatement, leur dire, vous allez être là et vous allez montrer aux Russes qu'on ne se laissera pas impressionner. Or, sur quoi repose le pouvoir de Poutine? Sur la peur qu'il inspire. Parce que ce que vous dites, c'est que l'armée russe, elle est moins puissante en réalité que ce qu'elle n'inspire. Elle a... Bien sûr. Elle a une image qui est inquiétante, alors qu'en réalité, c'est pas forcément... On l'a surestimé, et moi le premier, parce que moi je fais partie de la dernière génération qui a appris, qui s'est entraînée à se battre contre l'armée soviétique. L'armée russe de Poutine, c'est l'héritière de l'URSS. Et on imaginait que c'était une armée extrêmement puissante et très bien équipée. Et en fait, on a découvert en Ukraine une armée qui est à l'image de la société russe. C'est une armée mafieuse qui a détourné énormément d'argent et de moyens pour se remplir les poches et qui est commandée par une bande de soulographes. Sauf que en 3 ans de guerre, d'abord, il y a une armée complète qui a été consommée. L'armée russe a perdu plus de 600 000 hommes en Ukraine, morts et blessés, alors que le corps expéditionnaire est de 500 000. Ça veut dire que, comme les légions romaines en Écosse, en réalité, il y a une armée russe qui a disparu dans ce chaudron. Et donc aujourd'hui, ils ont une armée qui est toujours de 500 000 hommes, qui est, à mon avis, beaucoup moins entraînée et très mal équipée. En fait, ils n'ont jamais eu une armée aussi faible qu'aujourd'hui. Mais elle est plus puissante que l'armée ukrainienne. Mais elle serait incapable aujourd'hui de se battre contre une armée européenne. Mais Guillaume Mancel, dans ce cas, pourquoi a-t-on encore si peur de la Russie, si on vous suit? Parce que justement, on est resté... Regardez la différence avec la culture américaine. Les États-Unis n'ont connu aucune guerre au XXe siècle sur leur territoire. Mais ils ont passé leur temps à aller se battre à l'extérieur pour défendre leurs intérêts. Nous, on a fait exactement le contraire. On n'a connu que des guerres au XXe siècle. Et du coup, on ne veut plus entendre parler de guerre. Ça fait 3 décennies que les Européens croient qu'ils n'ont plus d'ennemis et que la guerre ne les concerne plus. Et là, ils découvrent avec l'Ukraine que non seulement c'est pas un phénomène qu'on laisse de côté, mais qu'on se le prend en pleine figure. Et du coup, on n'a plus cette culture militaire, on a la trouille de nous-mêmes, alors qu'en fait, c'est nous qui sommes les plus forts après les États-Unis. Si je reprends juste les mots du Premier ministre polonais Donald Tusk, qui sont remarquables, nous sommes 500 millions d'Européens qui demandons à 300 millions d'Américains
de nous défendre contre 140 millions de Russes. Vous ne croyez pas que c'est une situation inversée ? Est-ce que le problème ne vient pas de notre rapport à la guerre ? Et vous le disiez, notre rapport à la paix. Si tu veux la paix, prépare la guerre. On connaît évidemment cet adage. Est-ce que les Européens l'ont oublié un peu vite ? Bien sûr. En fait, ce qu'ils ont oublié, c'est que pour défendre la paix, il ne faut pas avoir peur de se battre. Ça ne veut pas dire qu'il y aura la guerre, mais ça veut dire que si à un moment il faut s'engager et faire un combat limité pour montrer qu'on ne se laissera pas faire, il faut le faire tout de suite. En fait, c'est un peu comme un incendie, la guerre. Plus ça se combat tôt, et plus on a des chances d'arriver à l'éteindre avant qu'il embrasse tout. Rappelons-nous Notre-Dame, c'est la rapidité d'intervention des pompiers qui a réussi à la sauver. Sinon, c'est tout un quartier de Paris, voire Paris, qui aurait brûlé. Guillaume Ancel, vous publiez Petite leçon sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. Peur de se battre, je pense que beaucoup de Français ont peur de se battre. Ils ont pu être inquiets par les propos d'Emmanuel Macron qui disait « la patrie a besoin de vous, de votre engagement ». On entend partout des gens qui disent « ah non, moi je suis pas du tout prêt à aller me battre pour l'Ukraine ». Est-ce que le problème ne vient pas de là ? Pourquoi est-on prêt à se battre aujourd'hui ? Oui, c'est vrai. C'est encore une fois un sujet de culture militaire. Vous savez qu'aujourd'hui en France, il y a moins de 3% de la société qui a une culture militaire. Qu'est-ce que vous entendez par culture militaire ? C'est-à-dire qu'il y a des connaissances militaires qui comprennent de quoi on parle quand il y a une guerre. 3%. Pourquoi ? Parce qu'on a fait le choix, sans débat politique, il y a 30 ans, j'y ai participé, de transformer l'armée française, qui était une armée de masse, une armée de conscription, où toute une jeunesse, en tout cas que les garçons, mais participaient à ce système-là, sans bien le supporter d'ailleurs, et on est passé à une armée professionnelle, un corps expéditionnaire léger, extrêmement réduit, très bien formé, c'est des gens de très grande qualité, mais qui est minuscule. C'est 200 000 militaires, c'est tout, pour un pays qui fait presque 70 millions d'habitants. Ça veut dire que, en fait, en dehors de ce bocal, qui en plus se complaît dans la culture du silence, qui dit jamais un mot et à qui la société parle très peu, on ne connaît plus rien de leurs activités. On voit juste quand il y a une cérémonie aux Invalides que tiens, il y a eu des morts au Mali. Et on se demande d'ailleurs ce qu'on y fait, puisque surtout on n'a jamais fait de débat dessus. Avec la guerre en Ukraine, c'est une guerre qui concerne notre propre sécurité. Et les gens sont inquiets parce qu'ils ne savent pas comment on peut se défendre. Par exemple, ils sont persuadés qu'on peut mobiliser leurs frères ou leurs enfants pour aller se battre, alors qu'en réalité, il n'y a plus de possibilité de mobiliser une armée en France. Merci beaucoup, Guillaume Ancel, d'être venu nous éclairer ce matin. Ancien officier, chroniqueur de guerre, vous venez de publier Petite leçon sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. Et on a eu des pistes d'éclaircissement ce matin, c'est aux éditions Autrement. Merci d'avoir été avec nous.